Jean-Luc Mélenchon est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes très présent en ce moment auprès des salariés confrontés à des plans sociaux, mais trop éloignés et même en rupture avec les valeurs d'union traditionnelles de la gauche, déplore le PS au pouvoir qui, ces derniers jours, a ciblé ses attaques contre vous. On dira peut-être que c'est de bonne guerre, Jean-Luc Mélenchon, après vos sévères critiques contre les mesures prises par le duo Hollande-Hérault, que vous jugez néolibérales, en tous les cas pour certaines d'entre elles. Co-président du parti de gauche, vous répondrez dans un instant à Catel Prigent de l'agence France-Presse, notre partenaire, et puis à Perrine Tarnot de Public Sénat, vous, l'homme de l'année, l'homme politique de l'année, selon le magazine GQ. On n'attend pas forcément à vous lire, mais en tous les cas, vous nous accordez une longue interview. Je le disais, donc PSA, Goodyear, Virgin, Sanofi, la liste est encore longue, la liste des plans sociaux s'allonge dans notre pays. La justice aujourd'hui a suspendu le plan de restructuration de Peugeot Citroën pour manque d'information des syndicats du personnel. C'est pour vous une victoire? C'est, disons, oui, un point d'acquis pour les travailleurs, mais dans tous les cas que vous venez de lister, je vois un point commun qui n'est pas du tout compris par le gouvernement. D'abord, j'énonce le point commun. À chaque fois, nous sommes victimes de la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire, à chaque fois, vous avez derrière, ou au premier plan, un fonds d'investissement qui liquide de l'emploi, non pas parce que l'entreprise travaille à perte, mais parce qu'elle n'est pas assez profitable. C'est-à-dire qu'ils estiment que le taux de profit n'est pas suffisant. Et pour faire monter ce taux de profit, ils liquident des unités entières de production. C'est vrai pour Goodyear, c'est vrai pour Sanofi, qui est maintenant la première capitalisation boursière de notre pays. Chez Peugeot, il y a la famille, et chez Renault, il y a l'État. Oui, alors ça c'est autre cas pour Renault. Là, il y a l'État, il y a une responsabilité directe des actionnaires, de l'actionnaire et de l'État qui devrait pouvoir avoir son mot à dire. Mais dans le cas de PSA, là aussi, nous avons une volonté de reconvertir par rapport à des objectifs financiers, parce que l'entreprise a été en profit, il faut quand même le rappeler, jusqu'à une date très récente. Mais vous avez vu la chute des ventes, par exemple, si on s'intéresse à l'automobile. Bien sûr. Les ventes sont en chute libre, et donc la production également. Voilà. Dans les usines françaises, en tous les cas. Alors, Michel Grossure, c'est là que nous touchons du doigt l'absurdité de ce modèle économique. Car le modèle économique, c'est la politique de l'offre. C'est un mot savant pour dire on produit en abaissant le coût du travail. Bon, de manière à ce qu'il y ait le plus de marchandises possible, et on se débrouillera par les ventes. Mais vous voyez bien qu'en abaissant le coût du travail, jusqu'à sa limite, que fait-on? Ou on délocalise, ou on met des gens au chômage, et donc après, vous avez moins de consommateurs, moins d'acheteurs. Donc, quand vous êtes sur le modèle Renault ou sur le modèle PSA, qui sont des voitures intermédiaires, pour, disons, la classe moyenne, eh bien, cette classe moyenne fait passer le changement de véhicule après les autres charges de la famille, vu qu'elle est prise là. Et par conséquent, on a un modèle économique absurde, où on veut faire baisser le prix des marchandises pour trouver des acquéreurs qui ont eux-mêmes été mis au chômage auparavant. Vous voyez que tout ça ne tient pas debout. Est-il logique que 3 voitures sur 5 de Renault, qui sont vendues en France, soient produites en dehors de France? Bon, il arrivera un moment où plus personne ne pourra acheter de voiture Renault en France, parce que ça sera trop cher et qu'il n'y aura plus que des chômeurs. Carlos Ghosn, le patron de Renault, il récuse tout chantage, même si des négociations sont engagées aujourd'hui avec les syndicats, justement pour plus de productivité, même pour le gel des salaires. Et certaines voix au gouvernement, Arnaud Montebourg a suggéré que Carlos Ghosn donne l'exemple en réduisant ses fortes rémunérations. Oui. Qu'est-ce que vous proposez, lui, pour lui? Je pense qu'il faut changer le patron de Renault Nissan, parce qu'il a fait la preuve de son inefficacité absolue. D'abord, il coûte très cher. Je pense qu'on pourrait trouver un patron qui coûte moins cher pour des résultats au moins aussi intéressants que les siens. Deuxièmement, il a laissé Renault en jachère au profit de Nissan. C'est que disent tous les syndicats de l'entreprise. Donc, Carlos Ghosn est un mauvais patron, et moi, en tant qu'actionnaire... Il faut le congédier. Oui, je pense qu'il faut en trouver un autre. Celui-là a fait son temps, il n'a pas réussi, il a mis Renault en difficulté. Ce serait un ouvrier, un contremaître, un ingénieur qui aurait de telles contre-performances à son actif, Carlos Ghosn l'aurait remplacé. Eh bien, nous devons remplacer Carlos Ghosn parce qu'il n'est pas bon du tout comme patron. Alors, je le disais, vous êtes dans la rue avec les salariés. Est-ce qu'on peut sauver des emplois, voire des entreprises par la loi? Bien sûr. Oui? Bien sûr. Tout dépend du diagnostic que l'on pose sur la difficulté de la dite entreprise. Quand vous prenez un exemple comme Sanofi, c'est la première capitalisation boursière. Pourquoi supprime-t-il des emplois? Posez-vous la question, pourquoi? Parce qu'il voudrait que l'on passe de 35% de redistribution du résultat
en dividende à 50%. C'est tout. C'est l'unique raison pour laquelle ils compriment l'emploi. On les entend dire qu'ils veulent investir plus dans la recherche aussi. Ils tiennent ce discours là. Oui, mais c'est un mensonge, c'est ça le problème. Car la recherche elle-même est soumise à la loi de la finance. C'est unité par unité entre deux personnes qui travaillent sur deux molécules différentes. L'entreprise met la priorité à celle qui sera le plus vite présent sur le marché, c'est-à-dire celle qui va le plus vite dégager un grand profit. Donc la loi. Aucun souci. Quelle loi? Attendez, aucun souci de santé publique. Ben, bien des lois. Nous allons prendre un exemple. Virgin, vous avez un fonds d'investissement qui est là-dedans, qui lui ne se cache pas de ce qu'il fait. Il l'écrit sur son site. Il dit nous on vient. On prend le meilleur et on s'en va au bout de 5 ans. Donc là, les 5 ans sont terminés, il s'en va de Virgin. Auparavant, il a pris le meilleur, c'est-à-dire le Furet du Nord qu'ils ont revendu et quelques autres perles de la couronne. Et puis il laisse un objet exsangue auquel ils n'ont donné aucune perspective d'avenir. Donc vous voyez, Monsieur Grossier, on pourrait par exemple, ce que je vais vous dire n'a rien d'une révolution socialiste. Hein, alors, on parlera de la révolution plus bien tard. Bien sûr, hein. citoyenne, oui, mais et elle est nécessaire. Mais dans ce cas précis, nous pourrions dire par exemple qu'un actionnaire a un pouvoir de vote lié à la durée de son investissement. Ce qui se fait dans certains pays comme le Brésil. C'est-à-dire quelqu'un qui investit pour 5 ans n'a pas le même pouvoir de vote que quelqu'un qui investit pour 10 ans ou pour 15 ans. Car voyez-vous, ce qui tue l'industrie, c'est la pensée du court terme. Ce qu'on appelle le benchmarking, aujourd'hui dans le management, la conduite des entreprises, c'est tous les 3 mois. Par conséquent, il est impossible d'avoir une stratégie de long terme pour un patron. Donc chaque fois qu'il y a un creux, eh bien, on liquide tout de suite pour pouvoir avoir un bon résultat à présenter 3 mois après. Alors vous voulez changer les règles du capitalisme. Le gouvernement que vous contestez, Jean-Luc Mélenchon, a essayé de peser fiscalement sur les plus hauts revenus, sur les capitaines d'industrie. On a vu le résultat. Ah bon, il a tenté, en tous les cas, avec la taxe à 75%. Ah. Est-ce que cette mesure que vous préconisez par la loi, ces mesures ou ces lois contre les licenciements boursiers n'auraient pas un effet pervers, chasser tous les investisseurs de France? Je ne crois pas. D'abord, distinguons les cas. Là, il s'agit d'une taxe que le gouvernement a imaginée, qui était provisoire, bricolée, montée n'importe comment. C'est au point qu'on se demande, ils n'ont pas fait exprès, d'inventer quelque chose qui ne passerait pas le cap du Conseil constitutionnel. Moi, je n'ai jamais, vous savez, le premier jour où ils ont annoncé ça, j'ai dit qu'il n'y avait pas un seul système fiscal au monde où on passe de la dernière tranche de l'impôt 45 à la suivante 75. Donc moi, je suis pour lisser sur 14 tranches et pas une taxe. Maintenant, venons sur ce que vous dites. Sur la loi, oui. Vous dites la loi pourrait contrarier, faire peur, oui, etc. Oui, elle ferait peur. Oui, c'est que vous n'êtes pas vous-même un investisseur, Michel Grossier, parce qu'un investisseur ne raisonne pas sur un coup de presse, un article ou une blague. Sur une politique économique. Un investisseur, il raisonne sur la profitabilité et la stabilité et la visibilité, point barre. Donc, si vous garantissez un revenu, mettons 5, 6%, c'est énorme dans l'industrie, mais que c'est du béton armé, dans toutes les circonstances, eh ben vous aurez des dizaines de portefeuilles dans le monde qui diront je prends de l'action française ou je prends du titre français parce que c'est stable et c'est du béton. Alors, la loi, vous dites la loi. Laurent Berger, le nouveau leader de la CFDT, considère lui que la meilleure façon de lutter contre les licenciements boursiers, c'est-à-dire non justifiés économiquement, c'est ce que vous dites, ce n'est pas la loi, mais c'est l'accord récent sur la sécurisation de l'emploi qu'il a signé avec le patronat et 2 autres syndicats. Donc là, il y a deux visions. Oui, ça n'est pas mon avis, mais je ne veux pas avoir de polémique avec la CFDT. Je vous réponds franchement. Vous êtes en désaccord, oui, mais Michel Grossier, je vous réponds franchement, pour pas que vous ayez l'impression que je tourne autour du pot. Nous avons fait un choix, nous ne polémiquons pas avec les syndicats. Donc l'accord MEDEF, pour moi, c'est l'accord MEDEF, l'accord Hérault-MEDEF. Mais pour moi, je ne vois pas ça du tout comme ça. Je vais vous dire, c'est un traquenard, cet accord. Car c'est le gouvernement qui a convoqué cette conférence. Ce n'est pas les syndicats qui l'ont prévu avec les patronats. Le gouvernement a dit, venez discuter de ça, et si vous ne vous accordez pas, je ferai une loi. Il aurait dû dire ce qu'il mettait dans la loi, parce que ça aurait au moins aidé la partie ouvrière à négocier dans de meilleures conditions. Et à la fin, donc, le MEDEF, en quelque sorte, sous la pression, obtient un accord qui dans 4 mois, serait un accord illégal. Même pas 4 mois, 2 mois. Pourquoi? Parce que la loi... Il va avoir force de loi demain. Ah, mais attendez, c'est pas fait. Mais déjà, entendez mon argument. Oui. Si nous étions au mois d'avril, la nouvelle loi sur la représentativité s'appliquerait et la signature qui a été donnée au MEDEF ne vaudrait rien. Car les 2 syndicats qui sont majoritaires, dans tous les cas, une fois qu'ils sont ensemble, FO et la CGT, ne l'ont pas signé. Si vous y agitez Sud Solidaire, vous avez un front syndical extrêmement large qui représente plus de la majorité des salariés. Dans ces conditions, au mois d'avril, cet accord aurait été directement à la poubelle parce qu'il n'aurait pas eu le nombre de voix suffisantes pour être validé. Enfin,
son contenu est terrible pour les entreprises, car l'illusion aurait pu durer. Pour les entreprises ou pour les salariés? Pour les entreprises elles-mêmes, parce que qu'est-ce qu'une entreprise gagne? Avoir son salariat, être déstabilisé, vivre dans la peur du lendemain, être maltraité, puisque vous savez que cet accord prévoit que si dans l'entreprise on s'accorde sur le sujet, on peut réduire le salaire, on peut augmenter le temps de travail et que l'ouvrier... Les mauvaises périodes. Hein. Mais on peut les passer de bien des manières, par exemple... Mais là, sans perdre son emploi. Ouais, ben ça, monsieur, c'est ce qu'ils disent au début, parce que chez Conti... Non, mais il y a, monsieur Grossior, vous seriez le premier à dire que si une entreprise qui a passé un tel accord ne voit pas ses comptes se redresser, puisqu'elle prétend que c'est à cause de la dégradation de ses comptes, qu'elle menace ses ouvriers, le pistolet sur la tempe, et elle leur dit êtes-vous d'accord pour faire un accord compétitivité? Mais si la même entreprise, au bout de quelques mois de fonctionnement, n'améliore pas ses performances, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez, vous, monsieur Grossior, le pouvoir dans la loi d'aller contre la propriété privée des moyens de production qui peut décider de fermer la boîte ou de la vendre, comme ça s'est passé chez Conti? Ça n'est pas prévu dans la loi. Ah ben non, en effet. Et chez Conti, c'était pas prévu. Donc les travailleurs ont augmenté leur temps de travail, réduit leur paye, et au bout de 2 ans, on leur a fermé la boîte. Donc c'est un accord de dupe à mes yeux. Et surtout, monsieur Grossior, puisque là nous parlons sur la chaîne Sénat, où donc on s'intéresse à la loi et à sa force. Vous attendez que les parlementaires de gauche corrigent le texte? Évidemment. Le devoir des parlementaires de gauche. Moi, lorsque j'étais sénateur, je l'ai toujours dit, un législateur n'est pas une caisse enregistreuse. Il doit discuter au nom de la société. C'est pas la consigne passée par le PS à ses élus. Hein. Le PS fait bien ce qu'il veut, il ne sera pas obéi, car en tout cas pas par nous, parce que nous présenterons des amendements. Les groupes du Front de gauche à l'Assemblée nationale et au Sénat présenteront des amendements et le débat aura lieu. Et je connais beaucoup de socialistes, et j'ajoute beaucoup d'élus Europe Écologie Les Verts, ils ont voté sur ce thème, qui sont décidés à avoir le débat. On va voir dans un instant si vous essayez d'installer un nouveau front contre le gouvernement, même si les écologistes, je le rappelle, sont quand même au gouvernement Jean-Luc Mélenchon. Je note que Marine Le Pen, elle l'a déclaré, a pour ambition de prendre la tête justement de la contestation contre cet accord sur le marché du travail, la sécurisation de l'emploi. Décidément, vous vous retrouvez toujours face à face. Hein, oui, elle est là, elle défend la France des invisibles, elle revendique. Oui, je sais, c'est un emprunt continuel à mon vocabulaire et tout ça, mais bon, elle avance masquée. Madame Le Pen n'est pas l'amie des travailleurs, parce que je vais vous dire une chose, si elle l'était, elle commencerait par aider les syndicats. Or, elle est anti-syndicat. Elle les dénonce comme une mafia pourrie, corrompue. Heureusement que nous avons des syndicats qui défendent les intérêts des travailleurs et pas Madame Le Pen. Par conséquent, si Madame Le Pen a décidé aujourd'hui d'être collectiviste, et de pousser à une loi contre l'interdiction des licenciements boursiers, l'amnistie des syndicalistes qu'elle déteste, etc., on s'en plaindra pas. Mais je crois que c'est pas ça qu'elle a l'intention de faire. Elle a l'intention de duper, d'enfumer, de mystifier, comme l'ont fait avant, dans le passé, toujours les mouvements d'extrême droite. Qu'est-ce que vous voulez? Ils peuvent quand même pas venir simplement en disant du mal des Arabes. C'est une partie d'un électorat que vous partagez même. Bah, on se le dispute, on se le partage pas. Oui, on se le dispute, bien sûr. Eux, ils ont intérêt à se donner bonne mine parmi les travailleurs, mais j'espère que les travailleurs, qui sont des citoyens comme les autres, qui réfléchissent, vont se rendre compte que Madame Le Pen n'est pas leur amie, c'est leur ennemi. Madame Le Pen, c'est l'ami des patrons. Alors, Jean-Luc Mélenchon, je le disais, le Parti socialiste ne goûte guère vos attaques contre une orientation néolibérale que vous condamnez, et elle met la pression en ce moment sur votre partenaire communiste. C'est l'un des aspects que l'on va aborder avec Catel Prigent de l'agence France Presse, qui arrive dans un instant. Mais d'abord le point donc sur ces échanges entre anciens camarades et même entre anciens trotskistes. Ah oui, je pense à Cambadélis. On voit ça avec... C'est-à-dire que moi j'ai été trotskiste 3 ans et lui 20 ans. C'est une différence d'ancienneté qui se ressent d'ailleurs à l'oreille. Vous lui répondrez dans un instant. Mais d'abord, on fait le point avec lui. C'est un brave ami qui fait ce qu'il peut pour reprendre le terrain perdu. Fabrice Cunet d'abord, avant notre concert de l'AFP. Que se passe-t-il? Place du colonel Fabien. La question agite gouvernement et parti socialiste. Le PC, allié historique, joue la carte de la rupture. Une minorité représentée dans ce front de gauche par le parti de gauche ne peut pas éliminer, effacer d'un revers de la main cette histoire commune. En tous les cas, nous ferons tout en sorte pour que la porte reste bien évidemment ouverte et qu'encore une fois, ce soit la gauche, mais la gauche unie qui l'emporte et pas une gauche divisée comme est en train de le faire Jean-Luc Mélenchon. Une minorité dicterait la ligne du front de gauche. Pourtant, ce lundi matin, la coordination nationale parle d'une seule voix au moment de mettre la dernière touche au texte stratégique. Un texte qui doit donner le ton des prochaines semaines. Bien sûr qu'il y a des débats. On est 9 partis, donc vous imaginez bien qu'il y a des débats. Mais ce que je constate, c'est que les débats se sont toujours résolus positivement au fil du temps. Donc voilà. Le front de gauche va bien.
La ligne du front de gauche est claire, s'opposer à la politique économique du gouvernement et faire des propositions alternatives. Pierre-Laurent le sait, pour le Parti communiste, c'est qui tout double. Tout est fait pour nous enfermer dans l'unique question pour ou contre la politique gouvernementale. Or, l'urgence de la situation est bien de faire émerger une parole large, nombreuse. Si nous n'y parvenons pas, la situation peut évoluer de manière très défavorable. Si nous y parvenons, il peut se passer des choses intéressantes. Le front de gauche a un atout, c'est parlementaire. Ce mardi matin, députés et sénateurs se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et pas question d'évoquer des tensions vis-à-vis de la ligne politique dictée par Jean-Luc Mélenchon. Il y a des interrogations, mais je crois que le Front de gauche en tant que tel n'est pas remis en cause par les communistes. Ils s'interrogent sur comment encore élargir ce rassemblement à d'autres forces de gauche. C'est tout l'enjeu des discussions commencées ce mardi entre le parti de gauche et les Verts. Ces derniers ne seraient pas insensibles à l'idée de constituer une majorité alternative. Alors simple pression sur le gouvernement et le PS ou véritable rapprochement, ils ont quelques mois avant de choisir leur camp. Voilà, Catel Prigent de l'agence France Presse est avec nous. Bonsoir Catel. Vos questions à Jean-Luc Mélenchon. Alors, Monsieur Mélenchon, est-ce que, comme le dit Jean-Christophe Cambadélis dans une lettre ouverte qui vous est adressée, rien ne trouve grâce à vos yeux dans l'action du gouvernement? Non, ça me déçoit parce que vous voyez que quand on leur fait des bonnes manières, ils ne les retiennent même pas. Les bonnes manières. Mais oui, voyez. Nous avons voté le collectif budgétaire au mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'il revenait sur le bouclier fiscal, parce que il y avait une augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Bon, ça a été fait. Lorsque est arrivée la loi sur le mariage pour tous, nous étions en première ligne pour manifester et on nous a dit, mais quoi, vous êtes en train de soutenir les socialistes? Bon, on a rappelé que non, puisque nous étions à l'initiative de tout ça, mais c'est pas un problème. Donc quand il s'agit d'aller dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Quand Arnaud Montebourg s'est prononcé pour la nationalisation temporaire, si j'étais le monsieur surenchère que pointe du doigt monsieur Cambadélis, j'aurais dit pourquoi temporaire? Il faudrait qu'elle soit définitive. Non, on a dit allez, on y va. Prenons un autre exemple. Dans l'actualité, Benoît Hamon a sous le coude une loi qui, paraît-il, sera présentée au mois de juin, qui prévoit que les travailleurs auront un droit de préemption sur leur entreprise quand leur patron l'abandonne ou qu'il veut la fermer sans la vendre. Droit de préemption des travailleurs et obligation de revendre. Eh bien, nous soutenons. Je vais même vous dire mieux, pour l'émission de ce soir. Je demande au gouvernement d'accélérer la présentation de la loi en urgence de Benoît Hamon. Pourquoi attendre le mois de juin alors qu'il y a des dizaines d'entreprises qui ferment? C'est maintenant qu'on a besoin. Mes camarades de Pilpa que j'ai vus tout à l'heure disent « Nous voulons créer notre coopérative maintenant ». Les travailleurs de Fralib disent la même chose. Donc voilà, là je ne peux pas faire mieux. C'est bien une loi d'un membre du gouvernement. Je demande que la loi Hamon vienne. Je demande aux socialistes, on pourrait s'accorder là-dessus, la loi sur l'amnistie des syndicalistes qui est déposée ici au Sénat le 27 ou 28 février prochain. On peut la voter ensemble. Les espaces existent. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'on nous demande d'obéir le doigt sur la couture du pantalon, d'acclamer en cadence, de se réjouir, de se féliciter. C'est là où vous êtes imprévisible avec vos camarades communistes et ça transforme le Sénat en chambre qui n'a plus de majorité. Mais en quoi sommes-nous imprévisibles? Il n'y a pas plus prévisible que nous. Nous sommes les gens les plus simples du monde, puisque nous avons annoncé à l'avance avec quoi nous étions d'accord et avec quoi nous ne sommes pas d'accord. Mais si on pense que la réponse à nous faire est de nous dire c'est comme ça, sinon on vous enlève vos postes d'adjoints dans les mairies, ça nous traitait d'une manière indigne. Et par conséquent, les communistes en particulier le prennent très mal de se voir parler de cette façon-là, et moi aussi. Donc si vous étiez un peu mieux traité par le PS, vous seriez prêt à soutenir le gouvernement, Jean-Marc Ayrault? Mais ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de ligne politique. Je vais vous donner encore un exemple. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique néolibérale ou social-libérale, c'est la même chose, de l'offre. Alors c'est un peu compliqué, mais ça veut dire nous ne sommes pas d'accord avec le contenu donné par le président de la République à son orientation économique. C'est-à-dire on doit produire en baissant le coût du travail partout. Hein, et on fait 20 milliards de cadeaux comme ça aux entreprises. Au total, 50 milliards d'euros auront été retirés de l'économie réelle de ce pays, hein, par les diminutions de dépenses publiques et par les augmentations d'impôts. C'est quelque chose de considérable. On n'est pas d'accord avec ce cap. Bon, on l'a dit, on l'a expliqué, on a des arguments. Mais
Pourquoi voudriez-vous que, après avoir expliqué, fait des contre-propositions de toutes sortes, y compris tout à l'heure vous me parliez des impôts, bon, ils se sont plantés avec leur affaire de taxes exceptionnelles à 75% qui tenaient pas la route. On avait proposé d'augmenter le nombre des tranches, hein, de manière à ce qu'il y en ait 14 pour lisser l'effort et remplir les caisses de l'État. Mais comment, quand on fait des propositions, la réponse, ça peut pas être circuler, il n'y a rien à voir, applaudissez en cadran, félicitez-vous, réjouissez-vous. Si, je viens de vous le dire, si la loi Hamon arrive en débat, là, nous la voterons. Si on met 3 tranches ou 4 tranches d'impôts de plus, même si c'est pas 14, dans l'impôt sur le revenu pour remplacer l'ancienne taxe à 75%, nous la voterons, j'en suis sûr. C'est une affaire de cohésion, c'est pas une affaire personnelle. Moi, j'ai pas de fâcherie personnelle avec les socialistes que je connais, que j'ai fréquenté 30 ans. Mais vous restez prêt à gouverner, vous l'affirmez. Ah ben oui, je pense que la meilleure participation que je puisse avoir à un gouvernement, c'est de le diriger moi-même. Pardon, ça peut vous paraître un peu... Mais je vois pas qui peut être mieux placé que moi pour conduire cette politique. Moi ou un autre, hein, du Front de gauche. Alors, est-ce que c'est en préparation de cette idée, gouverner, que vous avez rencontré les Verts ce matin? Toujours. Bah, de toute façon, nous, on a que ça en tête. Hein. On peut pas avoir été candidat à une élection présidentielle et puis dire aux gens au revoir, on se reverra dans 5 ans. Non, on est obligé de dire c'est maintenant, c'est tout de suite qu'on peut régler les problèmes. De quelle manière? Il y a la lutte syndicale, la lutte sociale, et puis nous, notre rôle politique, c'est de dire nous sommes prêts à tout moment à diriger. Alors, comment faire? On ne peut pas parler avec les socialistes puisqu'ils nous répondent sur le ton que vous savez. Mais il y a des gens qui sont ouverts à la discussion. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec nous, mais Europe Écologie Les Verts acceptent de discuter avec nous. Qui plus est, le parti de gauche est un parti écologiste, donc nous avons un terrain commun. On ne voit pas l'écologie tout à fait de la même manière, mais ça, vous savez, nous à gauche, on est toujours forts pour trouver des différences. Mais on a un espace commun, donc c'est vrai, ça facilite la discussion et nous avons décidé de mettre en place des ateliers de la politique écologique concrète ce matin, sur un certain nombre de domaines. On va voir jusqu'à quel point on voit les choses de la même manière. Le Front de gauche peut s'élargir jusqu'aux écologistes? Mais le Front de gauche ne s'est jamais vécu comme une fin en soi. Le Front de gauche, écoutez-moi, le Front de gauche est un déclencheur. C'est un éclaireur. Nous avons sans cesse à l'esprit comment on peut élargir la surface sur laquelle nous pouvons travailler. Imaginez qu'on découvre qu'on est d'accord avec les écologistes. Je vais prendre un sujet qui ne prête pas trop à confusion. Je mets de côté pour l'instant le nucléaire, mais je pourrais y venir. Mais par exemple, qu'on se trouve d'accord sur la politique de la mer. C'est-à-dire donner la maîtrise de l'océan, des océans, comme un objectif pour l'économie française. Comme autrefois on a fait le train à grande vitesse, la fusée, que sais-je encore, qui ont été d'immenses succès industriels. Donc là, on aurait une force de conviction extraordinaire. Et là, nous sommes plutôt tous d'accord. Depuis les forces sociales liées au mouvement syndical de la mer jusqu'aux organisations politiques. Vous voyez, on amènerait une bouffée d'air frais, quoi, un peu d'espoir. Vous êtes d'accord, mais vous avez 2 stratégies différentes. Oui. Les Verts acceptent de participer au gouvernement et vous non. Voilà. Qu'est-ce que ça peut se dépasser que d'une manière. C'est que ça change. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que les Verts n'ont plus leur place dans le gouvernement, puisqu'ils sont souvent critiques comme vous? Je me risquerai jamais à ça. C'est pas notre pratique politique. On n'est pas, nous, à dire toi pas bien, toi ci, toi là. On part des contenus, des choses avec lesquelles on est d'accord, des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple, les socialistes pensent que nous faisons une fixation sur eux. Mais c'est pas le sujet. Nous leur disons, regardez, votre affaire a très mal tourné en Espagne, au Portugal, en Grèce. Expliquez-moi pourquoi vous croyez qu'elle va mieux tourner en France. Alors que vous-même vous dites, disent les socialistes, dit le président de la République, qu'il y aura 300 000 chômeurs de plus cette année. Bon, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'état dans lequel est déjà le pays? Donc voilà ce que je veux vous dire. On peut s'accorder à tout instant, pour des mesures qui vont de l'avant, mais qui sont des mesures de définanciarisation de l'économie, d'égalitarisme fiscal. Oui, on peut s'accorder à tout moment. Et on ne demande rien en échange. On ne demande pas des postes, je ne sais quoi, rien. Simplement que la vie des gens s'améliore. Vous enfoncez un coin dans la majorité gouvernementale, là. Vous tentez. Ça, c'est vous qui le dites, vous êtes observateur. Bon, moi, je fais mon travail avec mes camarades, qui est d'élargir, d'essayer sans cesse de trouver des issues positives. On ne va pas rester en chien de faïence comme ça jusqu'à 2017, quand même. Il faut bien que les choses bougent. Et puis, nous allons avoir bientôt une grande élection. L'élection de 2014 va être je ne parle pas des municipales. Non, ça c'est l'affaire du PCF. Vous, c'est plutôt les européennes. Non, c'est pas l'affaire du PCF, ça nous concerne très directement. Il faut que la gauche marque des points dans cette élection. Mais les municipales, ça va aussi créer
entre guillemets un problème au front de gauche, parce que si c'est qu'un problème, ça va, on est tranquille. Si j'ai bien compris, beaucoup. vous tentez vous espérez le vote sanction vis-à-vis du PS. Or, le PC est quand même allié au PS. Il va devoir défendre un bilan dans les mairies. Vous allez voir. C'est plus compliqué que ça. Parce que d'abord, vous savez comme moi, vous êtes ici dans le Sénat. Donc on est plus sensible ici, on connaît mieux cette réalité-là. Vous prenez les communes de moins de 3500 habitants. Écoutez, vous savez très bien qu'on ne fait pas des scrutins de listes politiques. On fait des listes citoyennes. C'est ce que nous, on va essayer de faire, des listes de pouvoir citoyen. Il y aura tout le monde. Bon, après, on passe dans d'autres catégories. Les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, sont des villes très politiques. Donc le scrutin a un tournant plus politique. C'est moins vrai dans des communes plus petites. Donc on va avoir du mal à donner en quelque sorte un regard général. Nous, le parti de gauche, nous sommes pour des listes autonomes partout où l'on peut, mais pas d'une manière irresponsable par principe, même quand on a un maire socialiste ou une mairesse socialiste qui est un chic type, ou la même chose au parti communiste, on ne veut rien savoir, il faut voir. Non, c'est absurde de se comporter comme ça. C'est pourquoi je trouve l'élection municipale moins significative politiquement, mais elle sera, vous le verrez, marquée par une abstention absolument incroyable, que l'élection européenne, où là nous avons un cas politique. Et le cas politique, je reviens à votre première question. Vous voulez dépasser le PS, là? Ben, clairement, oui. Mais déjà, le cas politique de 2014, c'est que nous sommes contre le traité Merkozy, que les socialistes ont adopté, mais nous ne sommes pas les seuls. Les écologistes aussi sont contre. Par conséquent, vous voyez que dans les faits, il y a des convergences. Le temps file avec Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il reste une minute pour votre parti. Toute petite minute, Jean-Marc Ayrault va également recevoir les parlementaires écologistes. Est-ce que ça va devenir votre nouveau terrain de jeu, l'écologie, entre le PS et vous? Non, c'est pas un terrain de jeu. Pour nous, c'est... en tout cas, là, je parle pour le parti de gauche et puis pour le front de gauche. Non, maintenant, c'est une dimension structurante. Nous, on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, parce que les socialistes n'ont toujours rien compris. Mais l'écologie politique est la grande question du XXIe siècle. Les Verts, ils ont leur place dans le front de gauche. Dans le front de gauche, je ne sais pas. Bon, c'est pas comme ça que ça se présente. Il y a le front de gauche et les écologistes. Et on peut avoir des alliances. Alors on vous écoute là depuis un quart d'heure avec Catel, on se dit, quand on vous écoute, pour vous, l'échec du gouvernement socialiste est assuré? Oui. Sinon, de quoi parlerait-on? Bien sûr que cette politique ne peut pas marcher, Monsieur Grossior. Mais je vous le dis clairement, elle n'a marché nulle part. Pourquoi est-ce qu'elle marcherait ici? Elle ne marchera pas. C'est bien. Je ne mise pas. Si vous voulez, c'est là que la discussion avec les socialistes est remplie d'un cynisme inacceptable. Ils disent vous misez sur l'échec, mais pas du tout. Je le redoute. Je passe mon temps à éviter cet échec en faisant des propositions. Mais c'est absolument certain. Vous n'allez quand même pas me parler d'une réussite quand le chef de l'État lui-même dit qu'il va y avoir 300 000 chômeurs de plus. Quand à peine l'accord MEDEF est-il signé, que Renault s'en sert comme d'un pistolet sur la tempe des salariés de l'entreprise. Tout de même. Alors les mots n'ont plus de sens. Juste un mot pour dire la décision d'intervenir au Mali qui revient à François Hollande. Est-ce à l'honneur de la France quand on voit ce qui se passe dans les villes libérées, la joie de la population qui ne subit plus le joug islamiste et les drapeaux bleu, blanc, rouge. La joie de la population libyenne aussi, libérée par nos armes. L'honneur de la France quand même, cette décision. Mais ce sont des grands mots. Oui, mais vous aimez aussi les grands mots, Jean-Luc. Oui, j'aime les grands mots, mais dans la guerre, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Moi, on m'a demandé si j'étais pour ou contre, j'ai dit c'est discutable. Je peux exposer les raisons pour lesquelles la situation me paraît discutable. Maintenant, nos armes sont engagées. Je souhaite leur victoire. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Mais pour autant, les raisons que j'ai posées de discuter sont des raisons fondées. Et d'ailleurs, je vous en donne la preuve. Nous sommes en train d'occuper le Nord Mali, pas pour l'occuper nous les Français, nous n'avons pas l'intention d'annexer le Nord Mali. Alors à qui allons-nous le remettre, s'il vous plaît? À votre avis? Le gouvernement essaye de trouver une solution politique rétablir un pouvoir légitime. On verra. Les élections sont d'ailleurs annoncées d'ici l'été. La première des choses à faire, c'est d'organiser des élections honnêtes et stables au Mali. D'ici l'été. Et ensuite, de ne pas confondre la lutte contre les islamistes avec la lutte contre les Touaregs, parce que ce n'est pas du tout pareil. Absolument. Je sais que tout ça paraît un peu sophistiqué, mais la guerre est plus sophistiquée qu'elle en a l'air. Merci, les bombes Catel. ne règlent pas tous les problèmes politiques. Merci Catel. Perrine Tarnaud, donc de Public Sénat, arrive juste après ces images sépia vous concernant, Jean-Luc Mélenchon. Oui, on ne vous trouve pas que dans les magazines à la mode, toujours en vente dans les kiosques. On voit ça avec Alexandra Colino. Vous êtes jaloux ou quoi? Non. Voilà, on est battu par nous-mêmes, par la division, qu'est-ce que vous voulez? Faites passer de gueule. Non, on fait pas. La bataille continue, il y a des hauts et des bas, là c'est le bas quoi. C'est un soir de défaite, celle des cantonales de 92 à Massy.
Jean-Luc Mélenchon n'a pas encore le costume noir et la cravate rouge du présidentiable. Il est élu PS et croit encore que le parti changera les choses. 20 ans ont passé et l'homme impatient du Parti socialiste est devenu un homme en colère. Moi, je le perçois comme de la colère de voir ce qui a été quand même son engagement, un grand parti qui devait être le parti de rénovation de la gauche, qui a porté de très lourdes réformes en 81 et dont il a le sentiment que petit à petit c'est tellement dévitalisé qu'il enrage parce que ça paralyse la gauche dans son point de vue à lui. Le 21 avril 2002 est un choc profond. Le divorce avec le PS est signé en 2008. Ça suffit comme ça. Je tourne la page, je vais continuer mon combat précisément pour aller à la rencontre de ces forces de gauche et construire une force politique nouvelle. Jean-Luc Mélenchon se prépare alors non pas au grand soir, mais à un séisme politique, celui d'où émergera une nouvelle gouvernance. Mais si le tribun s'est enthousiasmé les foules par ses bons mots et ses grands gestes, Jean-Luc Mélenchon serait plutôt un Cassandre. Il a à la fois une vision tragique de l'histoire qui est de dire que les choses peuvent mal se passer, mal tourner, et en même temps qu'on peut l'empêcher. Je pense que c'est lourd. Je pense qu'il a une vie très spéciale et ça le met à distance d'une forme de légèreté, d'une forme de je m'en foutisme, d'hédonisme. L'homme ne semble prendre aucune distance avec cette réalité qu'il regarde d'un œil pessimiste. De l'optimisme, il y en a quand même un peu, mais uniquement dans le combat. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Jean-Luc Mélenchon, Perrine. C'est lourd, dit François Delapierre. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. C'est lourd. L'engagement est total et du coup la prise de distance est impossible. J'espère quand même être capable de prise de distance parce que j'ai une formation de philosophe et je sais bien que on ne peut pas avoir de jugement critique au sens de jugement fondé et raisonné autrement qu'en mettant les événements à distance. Mais c'est vrai que je vis l'engagement politique comme un acte de construction de ma propre personnalité, pas que moi. J'ai toujours dit à mes amis, dans l'action politique, on construit plus qu'un projet, on se construit soi-même, hein, dans une dimension d'altruisme. Alors des fois, il y a un revers à ça. Comme les égoïstes ont un revers, l'attitude positive d'un égoïste, c'est qu'il s'en sort. Le revers, c'est que les autres autour peuvent mourir et qu'il ne s'en sortira pas. De la même manière, dans le sens inverse, trop d'empathie peut parfois conduire à une forme d'identification aux événements qui est excessive. Bon, ça arrive, mais enfin, j'estime que c'est un moindre inconvénient. Mais quand il dit c'est lourd, on sent aussi de l'angoisse. Oui, bon, ça a un côté un peu intimiste, je m'y fais à ces questions. Voilà, regardez-moi bien, je suis un petit pied noir au départ. C'est-à-dire que contrairement à vous, Michel Grossior, que je connais depuis très longtemps, moi je sais que l'histoire peut mal tourner. C'est-à-dire que quand on se trompe, quand on croit de toute sa force à quelque chose qui est erroné, le bilan peut être désastreux. Pour la population d'origine européenne, de l'Afrique du Nord, l'erreur qu'a consisté pour elle le fait de supporter qu'une partie aussi importante de la population soit maltraitée, n'ait aucun droit, c'est une erreur, ils l'ont supportée. Leur manque d'altruisme, leur incapacité à vouloir l'égalité, les a conduits à leur propre perte, c'est-à-dire à être chassés d'un endroit qu'ils aimaient passionnément. Donc moi j'ai ce sentiment tragique de l'histoire. Michel Grossior, lui, il est jurassien. Donc personne ne lui a jamais dit... C'est important dans notre débat. Mais oui, c'est une bonne illustration. Vous êtes un Français typique, caractéristique. Bon, jamais à aucun moment il vous viendrait à l'idée que quelqu'un puisse venir vous dire vous avez peut-être 4 épaisseurs de vos anciens dans les tombes, mais vous n'êtes pas chez vous. Vous comprenez ? Eh bien, ce sentiment tragique de l'histoire m'aide à penser qu'il n'est pas vrai que tout s'arrangera toujours tout seul. Il faut y mettre un engagement personnel profond. Il faut aimer... la colère comme moteur pour se sauver de la résignation, quoi. Écoutez, plutôt que la résignation, bien sûr, à l'inverse. Il faut aimer sa patrie. Pour moi, ce sont des mots qui comptent. Et ma patrie, je mets toujours républicaine, parce que c'est l'attachement à l'égalité qui nous unit. Oui, bien sûr, la colère est des fois un remède. Mais comment s'en sortir sinon ? Parfois aussi, allié ou ennemi. Des fois, elle peut être... Mais quel est le sentiment humain qui n'a pas son revers ? Il n'y en a pas. Vous avez les taiseux, des fois, sont très décevants. Hein. Les bavards aussi, mais les taiseux aussi. Oui, c'est ce que voilà. Donc c'est toute Ouais. une affaire de savoir, être utile. Est-ce que vous vous corrigez, est-ce que vous vous êtes corrigé vous-même depuis la présidentielle, par exemple, sur certains points ? Il a surtout fallu que je m'adapte à la nouvelle situation, parce que moi je n'avais pas la situation politique, Non, mais je parle du rapport personnel que l'on a aux autres,
qui est modifié d'une manière incroyable par une élection comme celle-là. Bon, moi je le découvre. Hein. Oui, puis vous avez un caractère entier, donc vous pouvez susciter beaucoup d'adhésion, d'empathie, mais aussi beaucoup de rejet. Oui, tout à fait. On l'a vu, on pouvait le lire encore ce week-end dans le Figaro Magazine. Il y avait un acteur, Gérard Lanvin, qui a dit de vous que vous êtes un surexcité notoire qui prône le désordre. Qu'est-ce que vous lui répondez? Rien. Je l'invite à regarder plus attentivement, peut-être faire preuve de moins de tranchant. Moi, j'admets qu'on désapprouve. Il prend pour l'excitation ce qui est de l'indignation. Oui, je pense que, si vous voulez, la tentation des gens de droite est toujours la même à notre égard. Nous sommes des animaux. Nous l'avons toujours été pour eux. Lorsque je regarde les caricatures des hommes de gauche du début du 19e siècle, ils sont toujours représentés hirsutes, ivres, les femmes sont dépoitraillées, les cheveux dans le vent. Pardon ? Ceux de droite ne sont pas forcément mieux caricaturés. Mais souvent, les mots qui servent à nous caractériser sont toujours des mots qui visent la personne. Moi, je fais de l'humour, mais je comprends qu'on n'approuve pas mes idées. Je le comprends parfaitement. Puis d'ailleurs, heureusement, c'est ça une démocratie. La force d'un peuple, c'est la confrontation des idées et pas le consensus. Mais quand Gérard Lanvin parle... Mais quand on s'en prend, on dit surexcité, qu'est-ce qu'il sait de le désordre. Quand il dit l'homme du désordre, c'est vrai que vous attendez, vous le dites vous-même, un détail fortuit qui mènerait à la révolution. Hein? C'est bien ça. Non, c'est pas ça. Mais l'homme du désordre, c'est tout de même incroyable. Qui est le désordre dans ce pays, sinon ceux qui organisent la catastrophe économique, industrielle, sociale à laquelle nous sommes confrontés? Non, moi je suis un homme d'ordre, mais d'un autre ordre. Mais vous croyez quand même toujours une révolution possible? Alors moi, vous espérez non seulement une révolution possible, mais nécessaire. Moi je suis partisan d'une révolution citoyenne, c'est-à-dire que je pense que notre pays a besoin d'une immense réconciliation civique. Le nombre de gens qui dorénavant ne croient plus à rien, dénigrent toutes les institutions, n'ont confiance en aucun homme politique, aucun journaliste, rend cette société malade. Mais la société se plaint beaucoup, mais s'indigne peu, se révolte pas beaucoup. Vous ne le savez pas, madame. La société s'indigne beaucoup, se révolte beaucoup, mais la vie est dure. Il est difficile de faire connaître sa révolte quand son emploi peut être menacé, quand toute votre famille dépend de votre paye. Donc les gens souvent sont conduits à baisser le nez, mais pour autant ils continuent à réfléchir et à ressentir cette force d'indignation. La meilleure des preuves, c'est moi. Comment expliquez-vous qu'un homme comme moi puisse réunir 4 millions de voix? Pourquoi sommes-nous passés du score inférieur à 3% à un score supérieur à 10%? Pour quelle raison? Ça ne tient pas à ma cravate rouge ou à mes talents d'orateur. J'ai toujours eu une cravate et j'ai toujours été un orateur. Vous le savez. Jusqu'à combien pouvoir monter? Cela tient à la situation qui a conduit des tas de gens à s'identifier à mon discours et à dire oui, il dit ce que nous pensons et donc nous allons l'aider. Et puis d'autres se sont dit on l'aidera le prochain coup. Mais qu'est-ce qui pourrait être l'étincelle pour déclencher cette révolution citoyenne que vous souhaitez? Alors voilà comment les choses se passent. Les révolutions ne se font jamais pour des raisons idéologiques. Le mot révolution d'ailleurs fait peur, les gens n'ont pas envie de révolution. Mais à un moment donné, la société ne remplit plus les fonctions qu'on attend d'elle. L'ordre paraît injuste, les puissants illégitimes, et sur un détail fortuit, les gens se saisissent de la situation, nous allons régler ça nous-mêmes. Voilà. Et c'est comme ça que se font les grands mouvements de l'histoire. Et nous les avons vus dans le Maghreb, par exemple, ou dans le Moyen-Orient. Le point de départ de la grande commotion vient d'événements tout à fait fortuits. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se saisissent de la politique. Et moi, je suis pour inventer un système qui articule la capacité, articule c'est un grand mot, mais qui arrive à marier la capacité, cette capacité de la société, s'investir dans ses affaires, et des institutions. Je vais vous donner un exemple tout bête. Là, nous allons avoir les élections en Équateur, où je pense que nous allons gagner haut la main. Eh bien, il y a un système politique dans lequel... Quand vous dites nous, vous faites partie d'un mouvement international. Oui, bien sûr, c'est un mouvement international très divers dans ses composantes, mais oui, c'est le même mouvement, c'est la révolution citoyenne, on s'appelle comme ça nous-mêmes, donc bien. Eh bien, il y a des institutions, parce qu'il faut des institutions, je le dis aux gens. La démocratie directe permanente, ça n'est pas gérable. Oui, la révolution, c'est pas il faut donc la des terreur. institutions, mais il faut que les institutions restent dans la main du peuple. Qu'ont-ils inventé? Le référendum révocatoire. Que ce soit au Venezuela ou que ce soit en Équateur, et je proposerai qu'on le fasse demain pour la France, vous pouvez avoir un référendum révocatoire. C'est-à-dire que quand vous avez... là pour eux c'est le 15% pour la présidentielle, le 10% pour un député. Les gens signent et disent nous voulons un référendum révocatoire parce que nous ne sommes pas contents de M. Mélenchon, de M. Grossior. Ouais. Bon, et nous demandons ça fait frémir, dit comme ça. Oui, ça peut faire frémir. On se dit oh là là, mais attendez. Mais c'est l'ordre ça.
Ça, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Ça, c'est Est-ce l'ordre. que c'est la démocratie? Mais c'est la démocratie et c'est l'ordre. Parce que ça veut dire que à tout moment, le citoyen a le pouvoir. Mais au prix d'un effort. Il faut aller voir les autres, il faut convaincre 10% de la population de signer un texte. Il faut que vos motifs soient assez sérieux et assez graves pour arriver à réunir cette proportion de gens. 10%, c'est pas beaucoup pour révoquer, hein? Ben, pour avoir un référendum, pas pour révoquer. Oui, d'accord. Et après, la question est posée, et là, il faut avoir la Après, on majorité. vote. Il y a une campagne électorale. Il ne faut pas avoir peur du vote dans une démocratie. On peut voter souvent, on dit les gens sont fatigués de voter. Pas du tout, les gens sont fatigués de voter, que ça ne serve à rien. C'est pas pareil. Vous dites que votre plus grande source de révolte depuis votre enfance, c'est la pauvreté. Qu'est-ce que vous pensez du plan lancé par le gouvernement et de la mission qui a été confiée à François Chérec? Qu'est-ce que vous voulez? Si je critique, on va dire encore, vous n'êtes content de rien. Ils font quelque chose. Tant mieux. Ils essayent de faire quelque chose. Voilà. Mais la racine de la pauvreté n'est pas dans le soin donné à la pauvreté. La racine de la pauvreté est dans le dysfonctionnement général de l'économie. Quand vous voyez qu'on se propose encore de réduire les indemnités de chômage, voire de les supprimer à certains, alors qu'il y a déjà la moitié des chômeurs qui ne sont pas indemnisés, cela veut dire que des milliers de gens, des milliers de gens vont être précipités dans le sang droit et dans la pauvreté. Voilà la racine de la pauvreté. On s'arrête sur les retraites peut-être, Perrine, parce que Didier Migaud a dit que le système était inégalitaire et qu'il y avait certainement dans notre pays des chômeurs qui étaient trop privilégiés. Je pense aux cadres et qui touchent 6 000 Didier euros. Migaud de s'occuper de ses affaires, parce que dans ce pays, il y a quand même une drôle d'ambiance. Maintenant, voilà le Conseil constitutionnel qui décide de quel niveau de l'impôt est supportable. Voilà, attendez, je commence par le Conseil constitutionnel, qui estime que 75%, c'est trop, mais 68,5%, c'est possible. Et puis voici celui-ci, qui est président de la Cour des comptes, qui se met non pas à porter des appréciations sur le bon usage conforme à la décision politique de la finance publique, mais qui se met à porter des appréciations en opportunité. Et puis quoi encore? C'est le gouvernement des juges dans ce pays. On se moque à ce point de la représentation parlementaire. On n'a aucune confiance dans la démocratie sociale. Didier Migaud doit rester à sa place. Il est là pour établir si les comptes publics sont tenus de manière honnête et sincère et conformément à la décision publique, et pas pour porter des appréciations en opportunité. Ça suffit maintenant. C'est des débordements de pouvoir dans une 5e République qui est déjà pyramidale d'une manière absolument incroyable, autour d'un seul homme, le président de la République, où pullulent les autorités indépendantes de toutes sortes, et voilà que les cours sortent de leur rôle pour faire de la politique. Ce n'est pas acceptable. Voilà, dernière question sur Anne Lauvergeon, qui est pressentie pour prendre la tête de ADS. Elle a la bonne tête pour prendre cette fonction? Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ah bon? Oui, parce que l'attitude du gouvernement sur EADS a été lamentable. EADS, c'est le cœur de l'industrie aéronautique française. C'est nous, les Français, qui faisons le cœur de cette affaire. D'accord? Alors on va oublier 5 minutes les Allemands qui ont un avis sur tous les sujets. Mais les avions, c'est nous qui savons... Pardon? Ils trouvent que c'est une nomination trop politique. Eh bien, si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à s'en aller. D'accord? EADS est une merveille technique. C'est eux qui ont ouvert le capital de EADS. 70% est devenu du capital flottant. Les Français seraient donc prêts pour sacrifier à la lubie d'idéologues libéraux de voir perdre toute leur industrie aéronautique. Alors, Madame Lauvergeon me rassure, parce que moi, elle a le sens de l'État. Voilà, une bonne nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. C'est l'arrivée d'Anne Lauvergeon à la tête, sans doute, de ADS. Merci à vous. C'est elle qui commande. C'est elle qui commande. C'est une femme qui commande dans la vie en général, hein, et notamment à la tête de ses affaires. Merci encore. Merci à tous, à très vite. Avez-vous été agent secret? Oui. Parachutiste, nageur de combat, tireur d'élite, pilote d'avion. La voiture a viré sur la droite, vers ici, et ça pétait de tous les bords sur la place ici. L'agent secret Bob Maloubier a eu une vie digne d'un roman d'aventure. On a fixé les vigiles sur les fauteuils, on les a bâillonnés. Un documentaire portrait qui permet de découvrir les coulisses des services secrets de la République. Donc on est arrivé, moi je me souviens de passer à Brest, par exemple, à Brest par les égouts. L'espion vous salue bien, samedi à 22h sur Public Sénat.
Un éco-village, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage. Et pour moi, c'est un lieu qui devrait se propager vraiment partout. Ici, il n'y avait rien du tout. C'était la forêt. Il y avait juste un sentier de petite randonnée ici qui faisait 60 cm de large. Et puis on a commencé à défricher, à couper des arbres, à couper des genêts, à couper des herbes. Et puis petit à petit, on s'y est implanté. Le dimanche, il y avait souvent la famille qui venait, avec le grand-père, la grand-mère, les enfants, tout ça, pour voir les Indiens. Parce qu'au début, on nous appelait comme ça dans la région. S'installer dans la forêt, vouloir vivre à contre-courant, forcément, ça interroge. Quand Alexis lance son projet d'éco-village il y a 10 ans, on a d'abord cru à une secte. Il y a même eu une enquête. Ici, les 5 maisons du hameau se fondent dans le paysage. Aucune trace de béton, tous les matériaux sont naturels. Alexis a construit sa maison lui-même, avec une idée, si elle doit disparaître, il ne doit en rester aucune trace, ou presque. Tout doit retourner à la terre. J'ai coupé les arbres, j'ai fait les planches avec une scie mobile, on a fait l'ossature avec, et puis on a rempli en botte de paille. La paille, c'est l'isolant, parce que c'est un des meilleurs isolants. Et ça, c'est de la paille de blé. On peut utiliser d'autres pailles, mais enfin moi j'ai fait le choix de la paille de blé et elle est dans les murs et dans le plafond. Qui sait que la paille isole parfaitement, stocke la chaleur ou la fraîcheur en fonction des saisons. Écologique et surtout pas cher, parce que la paille c'est un déchet agricole, contrairement au foin. Il y a des essais qui ont été faits en laboratoire sur la paille et les bottes de paille, ils sont allés au lance-flammes. Il y a des temps qui ont été calculés avant justement que ça se désagrège complètement et tout, mais ça se consume. C'est-à-dire que par rapport à une maison conventionnelle en parpaing, une maison en paille mettra beaucoup plus de temps à être détruite par le feu. Contrairement aux idées reçues, les 3 petits cochons. Donc même si la paille, c'est pas très cher, le coût de la maison est quand même important. C'est plus important que pour une maison conventionnelle parce que c'est pas des techniques qui sont encore très connues. Ce n'est pas des techniques très connues. Il y a quand même une grande partie des matériaux qui peuvent rester chers parce que ce n'est pas des matériaux qui sont vendus en très grande quantité comme le parpaing ou le ciment. Et puis il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc cette main-d'œuvre aussi peut revenir très cher. Depuis 4 ans, Alexis construit sa maison, un peu chaque jour, et elle n'est pas tout à fait terminée encore. Une vie en chantier qui se construit lentement. C'est vrai que quand je suis énervé, un peu stressé, c'est vraiment très agréable de venir passer un petit moment ici. D'une part pour regarder, pour apprécier, pour voir s'il n'y a pas de graminées qui sont venues envahir, parce que ça les graminées, je suis désolé, mais je leur laisse pas la place. Un jardin en hauteur que tous les habitants cultivent sur leur toit. C'est inscrit dans la charte du village. On est parti sur l'idée de dire si on rendait à la terre la surface qu'on lui prend. Donc de mettre des plantes et des herbes et tout ça sur la surface de la maison. Et puis, l'avantage des toits végétalisés, c'est des problèmes de condensation aussi. Ça évite la condensation dans la maison. Mais il a fallu s'accrocher pour que le éco-hameau voie le jour. Des années de lutte administrative qui ont fini par en décourager certains. Thomas et sa femme ont racheté le terrain d'un couple qui a quitté le projet. Non, c'est moi qui les cueille. Toutes. C'est moi qui les cueille toutes. Alors celle-là, elle peut attendre encore un peu, tu vois. Eux aussi ont vécu en ville. Eux aussi ont eu envie de rompre, de fuir une vie qu'ils ne maîtrisaient plus. Envie d'autre chose pour eux et pour leurs filles. On n'a pas vécu avec les enfants en ville. On est arrivé à la campagne avant, heureusement. Mais quand on y va, on n'a pas les réflexes dans un premier temps. Les enfants se baladent à côté de nous et puis on se rend vite compte qu'ils ramassent des mégots par terre, qu'ils ramassent plein de choses et on se dit qu'est-ce que je fais? Je lui interdis ce que je lui interdis pas à la maison. C'est assez compliqué. Et alors qu'ici, même s'il a les mains toutes noires, pleines de terre ou de boue,
c'est jamais bien grave, quoi. L'habitat écolo permet de dépenser moins. C'est ce qui est dans l'air du temps. Mais pour Thomas et Mathilde, ce n'est pas ce qui compte. S'il y a des gens qui se tournent aujourd'hui vers l'éco-construction, c'est